années sur la question de la politique de la littérature. Bon, en parlant de politique de la littérature, j'ai voulu marquer un lien entre politique et littérature qui ne concerne pas simplement les engagements des écrivains au service de telle ou telle cause, ni la façon dont leurs œuvres représentent les événements politiques ou les conflits sociaux. Non, le rapport auquel je me suis intéressé est un rapport pour moi plus essentiel, plus structurel, entre les modes de description, de narration des individus, des situations, des événements qui sont propres à l'invention littéraire, et puis les modes de description, de narration qui définissent une communauté, des sujets ou des actions comme politiques. Donc, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre les manières respectives dont la littérature et la politique, chacune, construisent des sortes de mondes communs, peuplent ce monde commun avec des personnages et des événements, hiérarchisent ou non ces personnages, enchaînent de diverses manières ces événements. Bon. J'en dis pas plus pour l'instant parce que j'aurai l'occasion de donner sur des exemples tout à fait concrets, donc l'illustration de ces notions pour l'instant très générales. Bon, pour commencer, vous m'entendez ? Bon, parfait. Bon. Pour commencer, je voudrais poser le problème de ce que fiction veut dire à partir d'un texte polémique. En fait, j'utiliserai beaucoup des textes polémiques pour avancer un peu dans la discussion. Donc un texte polémique sur les rapports entre fiction et réalité, qui est écrit par un écrivain célèbre, donc Jorge Luis Borges. En 1940, Borges écrit une préface pour le roman d'un de ses amis, Adolfo Bioy Casares, un roman qui s'appelle L'Invention de Morel. Et il profite de la préface pour opposer deux types de romans et deux types de fiction du même coup. D'un côté, le roman psychologique qui pour lui appartient à la tradition réaliste, donc d'auteurs comme Balzac, Dostoïevski, Proust. Et ce type de roman, pour lui, est encombré de précisions, de veines, de détails inutiles qui n'ont aucune justification en tant qu'invention et auxquels, dit-il, nous nous résignons comme nous nous résignons au quotidien insipide et oiseux. Donc d'un côté, ce roman réaliste, finalement, bourré de détails du quotidien insipide et oiseux, et puis de l'autre, pour lui, il y a le roman d'aventure ou le roman policier, genre traditionnellement méprisé, mais que lui valorise. Pourquoi ? Parce que le privilège de ces derniers, dit-il, c'est d'être des ouvrages entièrement artificiels. Bon, l'écrivain ne cherche pas à intéresser le lecteur en lui faisant reconnaître des décors ou des sentiments plus ou moins familiers. Non, il veut seulement l'intéresser à un enchaînement surprenant d'événements. C'est pourquoi tout épisode doit avoir une fonction, doit avoir une justification au sein de l'action inventée. Et ainsi, dit-il, j'y reviendrai tout à l'heure, donc ce livre, L'Invention de Morel, présente au lecteur une énigme, une suite d'événements apparemment incompréhensibles, mais qui seront finalement expliqués à partir d'un seul postulat qu'on découvrira à la fin. Bon, c'est ça pour lui la fiction bien comprise. Non pas le fait d'imiter des états de choses ou des états d'âme, mais l'invention d'un schéma cohérent d'enchaînement causal entre des événements. Bon, en un sens, lorsqu'il fait cette préface, Borges résume, reprend une espèce de vieille alternative concernant la fiction qui remonte au moins à la philosophie antique. Dans La République, on le sait, Platon condamnait l'imitation comme une pratique mensongère. Le peintre imitait des apparences d'objets visibles qui eux-mêmes n'étaient en fait que des copies de modèles invisibles. Le poète, lui, imitait des apparences de sentiments ou de vertus. Au lieu de parler en son nom, il faisait parler des personnages inventés, qui étaient ensuite incarnés dans des corps réels d'acteurs, qui feignaient d'éprouver des sentiments qu'ils n'éprouvaient pas en réalité. Donc toute une série de mensonges qui, pour Platon, corrompaient doublement ceux auxquels il s'adressait, du point de vue de la connaissance, en leur enseignant à confondre apparence et réalité, et du point de vue de l'action, en les rendant passifs et en profitant de cet état passif du spectateur pour faire pénétrer dans leurs âmes les désordres passionnels présentés sur la scène. Bon, ça c'était la position très grossièrement résumée de Platon, à laquelle Aristote avait répondu par une toute autre idée de la fiction dans sa poétique. La fiction, pour lui, n'était pas définie par le fait d'imiter des caractères réels et de produire des effets passionnels,
La fiction n'était pas la représentation d'une réalité illusoire à laquelle il fallait s'identifier, non, c'était un agencement interne d'actions reliées entre elles par les liens de la nécessité ou de la vraisemblance. Et c'est pour ça, disait-il, que la poésie est plus philosophique que l'histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire ne fait que raconter des faits comme ils se sont passés, selon leur succession empirique. La poésie, elle, nous montre comment les choses ont pu se passer, comment elles ont été possibles, selon un ordre logique d'enchaînement. Ainsi, la fiction était non pas une illusion, mais un agencement causal. Et ce qu'elle produisait n'était pas une passivité, mais la participation à un processus de connaissance. Bon, en un sens, donc, cette préface de Borges, dont j'étais parti, remet en scène cette vieille querelle opposant deux idées de l'imitation, ou de la fiction. D'un côté, l'imitation passive, de l'autre, l'invention active. Mais les choses se compliquent quand on passe de la préface au livre lui-même que Borges préface, à savoir ce roman qui donne comme modèle de la fiction bien agencée, entièrement artificielle. Bon, à savoir l'invention de Morel de Adolfo Bioy Casares. Bon, pourquoi? Parce que quel est le sujet de ce livre? C'est l'histoire d'un naufragé qui arrive sur une île déserte et qui est témoin d'un phénomène inexplicable, un groupe de personnages qui tous les jours, tout d'un coup, apparaissent, sans qu'on sache d'où ils sortent, se rassemblent, discutent, vivent des histoires d'amour, puis disparaissent, encore une fois sans qu'on sache où, puis reparaissent, et qui eux-mêmes ne semblent jamais, disons, se soucier de la présence du naufragé et lui demander ce qu'il fait là. Bon, donc, série d'événements surprenants. À la fin du livre, on aura la clé de l'énigme. Ces individus ne sont que des apparitions, grandeur nature, des images produites par des machines. Et la raison pour laquelle elles sont intermittentes, c'est que ces machines sont actionnées par la marée. Donc, apparaissent et disparaissent au rythme des marées. Bon, ça n'est pas tout, cela dit. Si ces images existent, et toutes semblables à des êtres vivants, c'est parce que la machine s'est appropriée leur substance, qu'elle les a proprement tués comme êtres vivants, pour les immortaliser comme images. Pourquoi? À la suite de la folie de cet inventeur, le fameux Morel, qui pour pouvoir immortaliser celle qu'il aime, a décidé justement à inventer cette machine qui va la capter elle, le capter lui, capter tous ceux qui sont avec eux, pour donc les tuer, et les tuer pour les transformer en images. Donc, une histoire quand même très très étrange, quoi. D'un côté, Borges dit, il y a la reproduction mimétique de la réalité, et puis de l'autre, ça c'est pas bien, de l'autre, il y a l'intrigue bien huilée, quoi. Mais ce que nous raconte son intrigue bien huilée, c'est justement une sorte de mimésis, on peut dire au carré, quoi, ou d'hypermimésis, à savoir le double, qui a entièrement avalé la substance de l'être réel. Donc, il semble que l'idée qu'il cherche à imposer de la fiction comme un assemblage rationnel d'actions inventées, il semble que cette idée ne puisse pas se débarrasser en quelque sorte de son opposé. La fiction comme construction d'un double du réel. La fiction donc comme relation entre un monde référentiel et un monde alternatif. Et il se pourrait, et disons, c'est ce que j'essaierai de montrer, que justement, la relation entre ces deux idées de la fiction, double de la réalité, ou, disons, invention active, il se pourrait que ce soit finalement moins une opposition, qu'une sorte d'interrelation à la fois complexe et nécessaire entre deux logiques, quoi. Une logique, on peut dire, horizontale de la fiction, comme enchaînement de causes et d'effets, et une logique qu'on pourrait dire verticale de la fiction comme relation entre un monde de référence et des autres mondes qui apparaissent possibles. Bon, en quoi maintenant cette histoire est-elle politique? Bon, c'est la question que je voudrais aborder à partir d'un autre texte polémique, qui lui aussi a la même cible que celui de Borges, à savoir le roman réaliste. Donc un texte d'un théoricien éminent de la fiction, Roland Barthes. C'est un texte daté de 1968 et qui a eu une influence considérable sur toutes les analyses ultérieures de la question de qu'est-ce que c'est qu'une fiction, qu'est-ce que c'est qu'un document, qu'est-ce que c'est qu'une réalité attestée. Bon, ce texte donc de 68 s'appelle L'effet de réel. Et bon, il est écrit donc, c'est les années 60, c'est la grande époque structuraliste, où il s'agit de... l'analyse structuraliste cherche à définir les éléments, on peut dire a priori, on peut dire de toute fiction. Bon, on sait que le modèle
de cette analyse de la fiction a été fournie par l'analyse des contes russes, faite donc par un savant, donc Vladimir Prop, donc qui avait analysé un petit peu un certain nombre de contes russes en montrant comment c'était comme des agencements d'un certain nombre d'éléments. Il y a un certain nombre d'éléments primordiaux, essentiels, et puis disons des agencements narratifs un peu différents qui en quelque sorte font les fictions concrètes à partir du modèle abstrait. Maintenant, le problème ça marche très bien pour les contes, quoi. C'est parce qu'en général, les contes, effectivement, c'est des situations un peu stéréotypées, et puis c'est la narration qui est l'important, quoi. Barthes rencontre le problème, disons que ça marche beaucoup moins bien, ou en tout cas ça devient problématique, lorsqu'on a affaire à des fictions où justement l'élément narratif est surchargé, au moins en apparence, par des éléments descriptifs impossibles à ramener à des espèces de fonctions bien claires dans la narration. Or ça, c'est justement, apparemment, le cas de la fiction dite réaliste. Et donc, Barthes rencontre un peu le même problème, dénonce le même excès que Borges, à savoir, des détails inutiles, quoi. Et il illustre ça par un détail emprunté à un des textes les plus célèbres de la littérature française, à savoir Un cœur simple, donc un des 3 contes de Flaubert. Au début du récit, il y a le romancier qui décrit la maison qui sert de décor à l'action, et qui nous dit notamment ceci, donc phrase qui arrête Barthes et sur laquelle se construit tout son commentaire: un vieux piano supporté sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons. La question n'est pas seulement celle du vieux piano, mais du baromètre. Qu'est-ce que ce baromètre fait là, finalement? Pourquoi le mentionner? De toute évidence, ce baromètre n'a aucune fonction dans l'histoire de la vieille servante, donc, du point de vue de l'analyse structurale, c'est une indication parasite. Une indication qui, dit Barthes, élève le coût de l'information narrative. Mais, dit-il, si on est un vrai structuraliste, on ne peut pas se contenter d'opposer la rationalité structurale aux détails superflus. Il faut aussi donner la raison des détails superflus, dire pourquoi ils sont là. En d'autres termes, il faut montrer l'utilité qu'ils tirent de leur inutilité même. Et cette utilité paradoxale que Barthes résume dans cette notion d'effet de réel. Si un élément est dans un récit, sans qu'il y ait aucune raison à sa présence, c'est précisément que cette présence est inconditionnelle, qu'il est là simplement parce qu'il est là, qu'il n'y a pas à en discuter. Autrement dit, l'utilité du détail inutile, c'est de dire je suis le réel. Le réel n'a pas besoin, pour être là, d'avoir une raison. Non, au contraire, c'est même le contraire. Le réel prouve sa réalité par le fait qu'il est là, sans raison, sans servir à rien, donc sans que personne n'ait eu intérêt à l'inventer. Donc je résume l'analyse de Barthes. Et à partir d'une telle analyse, on voit se dessiner une certaine idée de la politique de la fiction, pas la mienne, je le dis tout de suite, mais je parle de elle telle que ça me semble important. La conclusion qui se déduit de l'analyse de Barthes est en effet claire, L'effet de réel est là pour imposer une certaine évidence du réel en général, comme quelque chose qui est là et qu'on ne peut pas changer. Il est là pour dire les choses sont comme elles sont. En analysant ainsi l'effet de réel, Barthes se souvient de la leçon d'un auteur de théâtre qu'il a beaucoup admiré, Bertolt Brecht, et donc leçon résumée dans une fameuse apostrophe à la fin d'une de ses pièces: apprenez à voir au lieu de regarder bêtement. Autrement dit, apprenez à reconnaître l'effet de réel, ça veut dire apprenez à interroger les fausses évidences que la réalité offre au regard, apprenez à en comprendre les raisons cachées. Cette analyse de Barthes, on peut aussi la situer dans le prolongement des analyses d'un autre auteur, les analyses de Jean-Paul Sartre sur la littérature. Celui-ci, Sartre, dénonçait chez Flaubert et les écrivains de sa génération une obstination justement à tout chosifier, à tout pétrifier, et il y voyait la stratégie d'une bourgeoisie menacée un petit peu par la pratique sociale et désireuse d'échapper à sa condamnation historique en transformant paroles, gestes et actions en pierre. Et on peut dire que toute une tradition critique du XXe siècle a un petit peu développé ce thème, dénonçant les descriptions minutieuses du roman réaliste du XIXe siècle comme le produit d'une bourgeoisie, à la fois encombrée de ses possessions, et puis désireuse d'affirmer l'éternité de son monde, menacée par les révoltes des opprimés. Je voudrais essayer de revenir sur ces analyses qui, pour moi, manquent le cœur du problème. Il y a une donnée certaine qu'il faut essayer de comprendre, c'est dans le roman réaliste du XIXe siècle, cette inflation de la description aux dépens de la narration des actions.
Mais ce que je voudrais montrer, c'est que cette inflation, c'est tout autre chose que l'étalage des richesses d'un monde bourgeois qui veut se célébrer et se pérenniser. J'essaierai de montrer que ça marque bien plutôt une rupture des hiérarchies traditionnelles qui organisaient la fiction. Et cette rupture, pour moi, est liée à ce qui est au cœur des intrigues romanesques, on peut dire dans la grande tradition du roman réaliste, à savoir la capacité d'une découverte, disons, des hommes et des femmes quelconques, à vivre des formes d'expérience qui leur étaient jusque-là refusées. Bon, c'est ce qu'on peut voir si on passe, disons, des critiques des auteurs de la fin du XXe siècle à celles des critiques du XIXe, et particulièrement, justement, des critiques qui accueillent les œuvres de Flaubert et de ses émules au moment de leur parution. Parce que, bon, ces critiques déjà dénonçaient l'excès des descriptions qui encombraient le roman flaubertien, donc comme le feront plus tard Bompard, Borges ou Sartre, mais donnaient à cet excès une signification politique toute différente. Ils y voyaient en péril une conception organique du livre, et à travers ça, ils y voyaient la ruine d'une hiérarchie artistique qui, pour eux, était indissolublement liée à la hiérarchie sociale. Bon, c'est ainsi qu'un des collègues de Flaubert, le romancier et critique chrétien Barbé d'Aurevilly, s'en prenait à l'éducation sentimentale de Flaubert en disant ceci. Il n'y a pas de livre là-dedans. Il n'y a pas cette chose, cette création, cette œuvre d'art d'un livre organisé et développé, et marchant à son dénouement par des voies qui sont le secret et le génie de l'auteur. M. Flaubert n'entend pas ainsi le roman. Il va sans plan, poussant devant lui, sans préconception supérieure, se doutant pas même que la vie, sur la diversité et l'apparent désordre de ses hasards, à ses lois logiques et inflexibles. Donc le problème pour les contemporains de Flaubert, et tout particulièrement pour ses contemporains réactionnaires, en littérature ou en politique, ou les deux à la fois, c'est pas qu'il y ait des détails superflus qui soient là pour dire je suis le réel. Non, c'est que les parties ne soient pas subordonnées à un tout. Et bon, ça c'est un vieux modèle de la fiction qui remonte lui aussi à Platon et Aristote, quoi. L'œuvre conçue comme une totalité organique. Un corps vivant, ce corps vivant doit avoir tous les organes nécessaires à l'existence, et puis rien de plus. Mais surtout, les membres doivent être soumis à une tête, qui donne à chacun sa fonction. Or, pour le critique, donc Barbé d'Aurevilly en l'occurrence, Flaubert fait tout à fait autre chose. Il ajoute les uns aux autres des moments de vie, des impressions, des visions, ont des phrases, des paragraphes et des chapitres emportés par un rythme commun, sans jamais dire où ça va et sans jamais interrompre les événements d'aucun jugement. Absence de hiérarchie narrative, faute artistique donc pour le critique, mais cette faute artistique pour lui est elle-même assimilable à une affaire de dignité sociale pervertie. Flaubert, dit-il, c'est pas un artiste travaillant avec sa tête, c'est un manœuvre qui use ses seuls bras, il pousse ses phrases devant lui, comme un cantonnier pousse ses pierres dans une brouette. Et bon, un de ses collègues, un autre critique de l'époque, bon, Armand de Pontmartin, résume la signification politique de cette forme inédite d'égalité entre tous les événements qui peuplent le roman. Il dit, ne cherchez pas plus loin, c'est la démocratie en littérature. Qu'est-ce que c'est la démocratie en littérature? C'est d'abord le privilège donné à la vision matérielle. Et c'est du même coup l'égalité de tous les êtres, de toutes les choses, toutes les situations offertes à la vue. Or, cette égalité ruine les proportions artistiques qui font qu'une œuvre est un tout organique et, disons, présente une qualité. Et bon, c'est ce qu'il résume en un passage qui pose en quelque sorte crûment les termes du problème, termes dont on voit immédiatement qui sont sociaux tout autant que narratifs. Et donc ça, c'est un extrait d'une critique, donc à l'époque de la parution de Madame Bovary. Voici ce qu'écrit ce critique. Dans le roman tel qu'on l'entendait autrefois, dans ce roman dont la princesse de Clèves est restée le délicieux modèle, la personnalité humaine, représentée par toutes les supériorités de naissance, d'esprit, d'éducation et de cœur, laissait peu de place dans l'économie du récit aux personnages secondaires, encore moins aux objets matériels. Ce monde exquis ne regardait les petites gens que par la portière de ses carrosses, et la campagne que par la fenêtre de ses palais. De là un grand espace, et admirablement rempli, pour l'analyse des sentiments plus fins, plus compliqués, plus difficiles à débrouiller dans les âmes d'élite que chez le vulgaire. Bon. En revanche, qu'est-ce qui se passe dans l'école réaliste, dont Madame Bovary est l'exemple? Dans cette école, tous les personnages sont égaux, dit-il. Le valet de ferme, le palefrenier, le mendiant, la fille de cuisine, le garçon apothicaire,
le fossoyeur, le vagabond, la laveuse de vaisselle prennent une place énorme. Naturellement, les choses qui les entourent deviennent aussi importantes qu'eux-mêmes. Ils ne pourraient s'en distinguer que par l'âme, et dans cette littérature, l'âme n'existe pas. Donc, bon, le critique réactionnaire nous dit les choses crûment, quoi. Bon, la bonne relation structurelle, qui fait une bonne fiction entre les parties et le tout, repose sur une division entre les âmes d'élite et les êtres vulgaires. Et c'était déjà d'ailleurs ce que signifiait la définition aristotélicienne de la fiction dont je parlais tout à l'heure, un agencement d'action opposé à la simple succession empirique des faits. Cette distinction poétique est aussi une distinction entre deux types d'humanité. Il y a les hommes actifs, les hommes qui sont capables de concevoir des grands desseins, des grandes fins, et d'affronter les coups de la fortune, du sort, en cherchant à les réaliser. Et puis, il y a les autres, les hommes et les femmes qui vivent dans la seule sphère de la reproduction de la vie au jour le jour. Et on peut dire que le même partage, en quelque sorte, s'est retrouvé lorsque l'âge moderne a déplacé un petit peu ses intrigues, c'est-à-dire quand les passions et les émotions des âmes sont venues remplacer les coups de la fortune. Bon, on sait que c'est la vraisemblance qui est la règle d'or du récit classique, mais la vraisemblance, justement, ça ne concerne pas simplement le rapport formel entre des causes et des effets. Ça concerne la question de savoir ce qu'on peut attendre d'un individu, selon la condition qui est la sienne, de savoir quel genre de perception, de sentiment, de comportement on peut en attendre en fonction de cette condition. Car bien sûr, il y a toujours des petites gens dans la fiction, c'est pas le problème, mais ces petites gens, voués aux petits intérêts, aux sentiments vulgaires, ils étaient aussi voués au second rôle, ou bien alors, ils avaient des gens pour eux, des fictions un peu, disons, de rang inférieur qu'on leur concédait, comme la farce au théâtre ou les tableaux de genre en peinture. Bon, c'est là que prend son sens ce que j'ai dit plus haut. La question de la fiction, c'est l'entrelacement de deux questions. La fiction, c'est un agencement d'événements, mais aussi le rapport entre un monde de référence et des mondes alternatifs. Il ne s'agit pas simplement, ce serait trop simple, de la relation entre le réel et l'imaginaire, comme on le dit souvent. Il s'agit de la relation entre ce que des individus ressentent et ce qu'ils devraient ressentir, ce que doivent normalement ressentir les individus qui vivent dans leurs conditions d'existence. Bon, ce que les critiques réactionnaires vont dire finalement en déplorant le temps du roman des âmes d'élite, en gros c'est ça. Il y a des individus qui peuvent se permettre d'avoir une âme, puis il y en a qui ne peuvent pas se permettre. Le désordre dans la fiction commence quand les derniers se permettent ce qu'ils ne peuvent pas se permettre. C'est exactement le sujet du récit encombré du fameux baromètre, à savoir Un cœur simple de Flaubert. Pour commencer, Un cœur simple, c'est l'histoire d'une pauvre servante illettrée, dont l'existence monotone est marquée par une série de passions toutes ravageuses et toutes malheureuses, concernant successivement un amoureux, un neveu, la fille de sa maîtresse et, en bout de course, un perroquet. Or, c'est dans ce contexte que le fameux baromètre prend son sens. Il n'est pas là pour attester que le réel est bien réel. Parce que la question n'est pas celle de savoir si le réel est réel. La question, c'est celle de la texture même de ce réel, c'est-à-dire du type de vie qui est vécu par les personnages. Et le récit de Flaubert témoigne de la révolution qui advient quand une vie normalement vouée à vivre au rythme justement des jours, des variations du climat, des variations de température, tout d'un coup finalement sort, on peut dire, de ses bornes et prend la temporalité, prend l'intensité d'une chaîne d'événements sensibles d'exception. Autrement dit, l'aiguille du fameux baromètre marque bien plus que les variations quotidiennes de la pression atmosphérique chez la patronne de Félicité. Elle marque un changement, on peut dire, dans la distribution même des formes de vie, des formes d'expérience sensibles. Elle marque le moment où il apparaît que l'être le plus humble, le plus quelconque, a la capacité de transformer la routine de l'expérience quotidienne en abîme de la passion. Que cette passion s'adresse à un jeune homme ou à un perroquet empaillé. Et c'est en ceci que l'effet de fameux effet de réel, ou ce que Barthes nomme effet de réel, est, disons, est politique. C'est proprement un effet d'égalité. Mais cette égalité, c'est pas simplement cette espèce d'équivalence de tous les individus, les situations, tout se veut, disons, qui, pour les réactionnaires, est la marque de la démocratie. Il n'est pas vrai, justement, que dans ce genre de fiction, toutes les sensations soient équivalentes.
Mais ce qui est vrai, c'est que n'importe laquelle est capable de provoquer, pour n'importe quelle personne, et notamment à l'époque, bien sûr c'est important, pour n'importe quelle femme des classes inférieures, une espèce de vertigineuse accélération qui la rend susceptible d'éprouver les abîmes de la passion. Donc c'est ça, bon, la signification, pour ces critiques, de cette démocratie littéraire qui détruit les proportions, les bonnes proportions, les proportions nobles du récit. N'importe qui peut éprouver n'importe quel sentiment, émotion ou passion. Et l'objet de cette passion, savoir si cet objet est respectable ou pas, importe peu en lui-même. Bon, on le sait, la Félicité de Un cœur simple, c'est une servante modèle, toute dévouée au service de sa maîtresse, mais elle ne sert pas comme il faut servir, selon la logique des convenances sociales et des vraisemblances fictionnelles. Elle sert avec une intensité de passion qui, disons, est excessive. Une intensité qui n'est pas seulement inutile, mais qui est dangereuse, finalement, comme toute capacité sensible, qui dépasse ce qui est requis pour le service quotidien. Et le dévouement extrême de Félicité, en fait, est tout proche de la perversion radicale. Quelques années avant Un cœur simple, les collègues et amis de Flaubert, les frères Goncourt, avaient publié une autre histoire de servante, Germinie la serveuse. Une histoire qui de plus était inspirée de leur expérience familiale vécue. Germinie aussi était une servante, fanatiquement dévouée à sa maîtresse. Mais très vite dans le roman, il apparaissait que la même passion qui faisait d'elle une servante modèle en faisait aussi une femme capable de tout, pour satisfaire ses passions et pour satisfaire ses désirs sexuels jusqu'au degré le plus extrême de la dégradation physique et morale. Finalement, l'angélique Félicité et la monstrueuse Germinie sont comme les deux faces d'une même pièce. Toutes deux appartiennent, comme Emma Bovary et bien d'autres, à l'espèce redoutable de ces filles de paysans qui tout d'un coup se découvrent capables de tout pour assouvir leurs passions les plus sensuelles en même temps que leurs aspirations les plus idéales. Bon, c'est cette nouvelle capacité finalement de n'importe qui à vivre des vies alternatives qui ruine le modèle qui liait l'organicité du récit à la séparation entre âme d'élite et âme vulgaire. Donc peut-être que les critiques réactionnaires contemporains de Flaubert, finalement, qui accusent l'écrivain d'être l'incarnation littéraire de la démocratie, sont plus proches du centre de la question de la politique de la fiction que ces critiques du XXe siècle qui voient simplement dans l'excès descriptif du roman réaliste la consécration d'ordre bourgeois. Bon, on le sait, Flaubert n'a pourtant aucun penchant pour la démocratie politique. Mais ce qui rend possible, dire la musique même de sa prose, c'est ce soulèvement inédit par lequel des filles de paysans ou bien des petits employés minables s'affirment capables de s'approprier des expériences, des passions, des savoirs normalement interdits à leurs semblables. Or, c'est cette même transgression de la hiérarchie normale des formes d'expérience qui lance à la même époque des jeunes ouvriers sur les chemins de l'émancipation sociale. Donc, Barthes analysait les faits de réel selon une espèce de vision moderniste, pour moi un peu simple, qui identifie la modernité littéraire et sa valeur politique avec une espèce de purification de la structure narrative. On élimine les images parasitiques, ça veut dire aussi qu'on élimine en quelque sorte tous les contenus sociaux plus ou moins douteux, disons, qui encombrent la fiction. Or, je crois que la littérature, d'une certaine façon, fait justement le contraire. Elle supprime les frontières qui délimitent l'espace de la soi-disant pureté narrative. Elle le fait en supprimant les frontières qui séparent deux types d'humanité. Et c'est cette révolution qui explique que le même auteur, Flaubert, puisse à la fois figurer le champion du réalisme et celui de la pure recherche du style. Bon, le réalisme, c'est pas le fait que les écrivains désormais imitent le réel. C'est plutôt que le réel auquel ils ont affaire, et celui que leur écriture produit, a changé de statut. C'est plus justement ce grand espace découvert dont parlait le fameux Pont-Martin, le champ d'opération pour les héros aristocratiques, des grandes actions ou des sentiments exquis. Non, c'est une espèce d'entrelacement
d'une multiplicité infinie d'expériences individuelles. C'est le tissu vécu d'un monde où il est plus possible de distinguer entre les grandes âmes qui pensent, qui sentent, qui rêvent et qui agissent, et les individus enfermés dans la simple répétition de la vie nue. L'effacement des frontières entre les deux change aussi la texture même du réel et la texture même, disons, du réel que la fiction atteste et construit en même temps. Il change la texture de la fiction sous son double aspect d'agencement d'événements et de rapport entre des mondes. Parce que l'histoire d'Emma Bovary, ça ne témoigne pas seulement, disons, comme on le dit trop facilement, de la distance entre le rêve et la réalité. C'est quelque chose de beaucoup plus grave, en un sens. Ça témoigne plus profondément d'un monde où l'étoffe du réel apparaît peut-être comme n'étant pas différente de l'étoffe du rêve. C'est-à-dire que le réel n'est plus un espace de déploiement stratégique situé en face des pensées et des volontés. Il apparaît maintenant comme la chaîne des perceptions et des affects qui tisse ses pensées et ses volontés elles-mêmes. Cette chaîne, c'est celle d'une multiplicité d'événements microscopiques à travers lesquels le monde extérieur pénètre les âmes et les âmes en retour se fabriquent un monde vécu. Et c'est ça qui requiert le travail du style. Si le réalisme, avec ou sans guillemets, lui donne une telle importance, c'est que justement le style ou l'écriture, c'est plus l'accessoire que ça pouvait être jadis. C'est plus l'ornement du discours. C'est plus la caractérisation des manières d'être différentes des personnages, non. C'est devenu quelque chose comme la musique même du réel, la musique de l'indistinction de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Et cette musique prend dans une même tonalité la vie des servantes de campagne et celle des grandes dames de la capitale. Donc, il transcrit quelque chose comme un kaléidoscope de micro-événements sensibles. Et on peut dire qu'après Flaubert, ce kaléidoscope de micro-événements sensibles, finalement, ça servira aussi bien à décrire la vie des prolétaires chez Zola que celle des bourgeoises chez Virginia Woolf, celle des aventuriers des mers d'Orient chez Conrad, ou celle des Noirs et des petits Blancs de l'Afrique, disons de l'Amérique du Nord, enfin de l'Amérique du Sud profond de Faulkner. La démocratie du roman, c'est la musique, cette espèce de capacité de n'importe qui à éprouver n'importe quelle forme d'expérience sensible. Donc une certaine politique de la littérature, une certaine démocratie littéraire. Bon, ça ne veut pas dire que cette démocratie littéraire, disons, est la même chose que la démocratie politique, ou qu'elle est l'instrument qui pourrait servir à la démocratie politique pour faire avancer ses affaires. La politique de la littérature se nourrit en un sens des mêmes transformations de l'expérience sensible qui rendent possible les formes de la politique démocratique, celle de l'émancipation ouvrière, mais elle n'exprime pas pour autant les aspirations politiques de la démocratie ou les aspirations de l'émancipation sociale. C'est pas non plus qu'elle s'y oppose par dévotion à l'ordre existant. Bon, Sartre s'est longuement attaché à détecter derrière la puissance pétrifiante du style de Flaubert une stratégie nihiliste des fils à la fois rebelles et complices d'une bourgeoisie qui est menacée par le développement du prolétariat et par les insurrections ouvrières. Non, je crois que cette force d'inertie doit apparaître en quelque sorte au cœur du récit réaliste. Elle témoigne plutôt des tensions et des contradictions qui sont au cœur même de la découverte de cette égale capacité de tous à vivre n'importe quelle vie. Elle témoigne, disons, de la tension entre la logique de l'égalité sensible et celle de l'action volontaire transformatrice de la réalité. Tout se passe comme si cette espèce de capacité pour des gens qui n'étaient pas destinés de vivre des formes d'expériences inédites correspondait en même temps à une défection dans le schéma de l'action stratégique qui adapte des moyens à des fins. Et c'est cette tension qui anime les grands récits romanesques du XIXe siècle qui nous représentent des hommes du peuple partis avec un plan stratégique à la conquête de la société. Je considérerai ici les deux figures les plus célèbres de cette espèce de scénario, disons, de l'ascension du plébéien dans l'ordre social,
à savoir le Raskolnikov du Crime et Châtiment de Dostoïevski et le Julien Sorel du Rouge et le Noir de Stendhal. Donc deux jeunes gens semblables, en ceci que tous les deux sont inspirés par le destin de Bonaparte, donc le jeune homme de condition obscure qui est devenu le maître, l'empereur des Français et le maître de l'Europe. Or, bon, c'est intéressant de voir justement comment, disons, ces récits en quelque sorte disons, de celui qui veut monter, avancer dans l'ordre social, sont marqués d'emblée par une espèce d'étrange division interne. Quoi. Et bon, là encore, on retrouve la question peut-être de la signification du fameux excès réaliste ou effet de réel. Quoi. Bon, dans le manifeste surréaliste, André Breton raillait lui aussi la superfluité des descriptions réalistes. Et donc, si je le mentionne ici, c'est parce qu'il prenait pour exemple la description minutieuse que Dostoïevski fait de la chambre de l'usurière que Raskolnikov se propose de tuer. Donc il y a cette description, donc Breton cite, d'ailleurs en le coupant à son avantage, un petit peu une partie de cette description de Raskolnikov arrivant dans la chambre de l'usurière, et donc description de la chambre. Et disons, André Breton, disons, regarde ça de manière très sarcastique, en disant, en substance, il perd son temps avec la description d'écolier. Je ne rentre pas dans sa chambre. Bon, mais cette déclaration d'humeur, je crois, empêchait Breton de se rendre compte que la fameuse chambre était en réalité double. Parce que d'un côté, ce que décrit Dostoïevski, bon, c'est le décor de l'expérience de l'existence mesquine de l'usurière, et c'est le décor que Raskolnikov parcourt du regard, comme un stratège, justement, qui essaye d'un petit peu d'établir son plan de bataille. Or, cet inventaire détaillé ne produit rien. Comme le dit Dostoïevski, il ne détecte rien de particulier. C'est-à-dire, c'est pas finalement dans cette vision panoramique de stratège que le meurtre, finalement, trouvera son décor, mais seulement dans l'éclair de lumière sous lequel la chambre lui apparaît d'abord, globalement. Donc comme une espèce de décor d'hallucination qui pour lui anticipe déjà la scène du meurtre. Quoi. Autrement dit, bon, il y a cette espèce de division interne. Raskolnikov planifie son meurtre comme le moyen pratique d'arriver à son but, d'être quelque chose dans la société. Et on sait qu'il a élaboré la théorie qui justifie ce meurtre. À savoir que les jeunes gens de talent comme lui, qui ont le droit de sortir de la morale et du droit commun pour se donner les moyens d'exercer leurs compétences au service de leur société. Donc ils ont le droit de tuer des gens pour être utiles à l'humanité. Mais cette rationalisation stratégique de l'action ne fonde aucune capacité de planification et d'exécution rationnelle du meurtre. Et de fait, tout ira mal parce que c'est comme un accès de fièvre finalement que le meurtre est accompli. Et disons, ce qui fait que le prétendu excès de la description marque en fait cette division qui s'installe au cœur même de l'action, par lequel le jeune plébéien prétend se donner les moyens de son désir d'ascension sociale. Mais l'exemple le plus singulier de ce dédoublement est sans doute donné par le grand frère de Raskolnikov, donc le Julien Sorel du Rouge et le Noir. Bon, Julien Sorel incarne, on peut dire, la figure même, un petit peu qui fait peur dans les années 1820-1830, à savoir le fils d'artisan, qui, après la Révolution et après l'épisode napoléonien, se dit que lui aussi peut y arriver. Donc se sent capable de s'élever à n'importe quel rang dans la société et décide de prendre tous les moyens pour y arriver. Ce qui fait que, en suivant les aventures de Julien, le lecteur du roman est introduit en même temps dans tout le réseau des relations sociales, des intrigues, des luttes de pouvoir qui constituent la société de l'époque de la Restauration en France, ou plus largement la société d'après la Révolution. C'est pourquoi dans son livre célèbre, Mimesis, le grand historien de la littérature, Erich Auerbach, disons, a fait de Rouge et Noir un moment décisif dans le progrès de la représentation de la réalité dans la littérature occidentale. Pour lui, justement, le roman réaliste, c'est le roman qui peut raccorder, disons, l'intrigue individuelle avec toute une logique, je veux dire, collective de la société. Et donc, il dit qu'en substance, ce livre fonde le réalisme moderne
qui nous montre des personnages engagés dans une réalité politique, économique et sociale en perpétuelle évolution. Mais pour présenter en somme cette espèce de schéma d'adéquation heureuse, enfin heureuse ou malheureuse, suivant les jugements entre un destin individuel et l'évolution même d'une société, il faut oublier les bizarreries de la dernière partie du roman. Dans la dernière partie du roman, Julien Sorel est en prison et il s'attend à une condamnation à mort pour le coup de feu qu'il a tiré sur sa première amante, Madame de Rênal. Et donc, autour de lui, tout le monde s'agite, et notamment sa femme, Mathilde, et son ami Fouquet, remuent ciel et terre pour le tirer d'affaire. Ils vont se dire, voilà, ça marche pas mal, on va pouvoir faire ci et ça. Il leur répond de ne pas l'ennuyer avec ces détails de la vie réelle. Il leur dit, je ne veux plus vivre que la vie de l'imagination. Et Julien, dans sa prison, passe ses journées à se promener sur la terrasse de la prison, à fumer des cigares et à réfléchir pour arriver à la conclusion suivante. Un être obscur tel que moi, sûr d'être oublié avant 15 jours, serait bien dupe, il faut l'avouer, de jouer la comédie. Il est singulier pourtant que je n'ai connu l'art de jouir de la vie que depuis que j'en vois le terme si près de moi. Chose étrange, cette découverte tardive de l'art de jouir de la vie, qui est de ne rien faire, semble contredire toute la logique du roman et toute la logique, on peut dire, du contexte politico-social que le roman exprime. Tout au long du roman, Julien a passé son temps à calculer chacun de ses actes, de ses attitudes, au service de son ambition. Et tout au long du roman aussi, Stendhal n'a cessé d'être un peu comme par-dessus son épaule et, disons, d'ajouter au calcul de Julien les réflexions nées de sa propre science, de la psychologie individuelle, des relations sociales, des intrigues politiques. Bon, il a entouré son héros d'une nuée de conseillers en tout genre qui lui ont appris, on peut dire, l'art, disons, du succès en tout, quoi, aussi bien d'obtenir un poste de receveur, un évêché, que l'art de séduire la femme du monde la plus dévote. Donc tout le cours du roman a ainsi identifié, disons, les intrigues d'un plébéien ambitieux avec le développement des intrigues qui font une société. Or, au moment crucial, tout ce jeu d'intrigues s'effondre. En face de la lettre, donc, de Madame de Rênal qui dénonce Julien au père de Mathilde, donc Marquis de la Mole, Julien cesse tout calcul, toute délibération. Et en moins de temps, disons de temps narratif, j'entends, qu'il n'en fallait jusque-là pour la composition de la moindre des attitudes de Julien dans le salon du marquis, Julien prend la chaise de poste, arrive à Verrières, achète un pistolet, tire sur Madame de Rênal et se laisse conduire de cette prison, où maintenant il jouit du véritable bonheur de l'existence qui est de ne rien faire, en attendant que, disons, la femme sur qui il a tiré ne vienne le retrouver en prison et qu'il ne revive avec elle les moments de passion les plus exaltés. Donc, il semble y avoir une cassure irrémédiable au cœur de cette espèce de scénario exemplaire, disons, du plébéien qui monte dans la société. Au moment suprême où il devrait utiliser la science de se débrouiller en toutes circonstances, Julien Sorel sort du jeu des intrigues sociales. Il affirme que, pour les êtres comme lui, des êtres voués à la gloire de 15 jours des faits divers dans la Gazette des tribunaux, le suprême bonheur, en fait, c'est de ne rien faire. Donc cet étrange épisode de la prison apparaît comme l'entrée dans une autre intrigue, on pourrait presque dire dans un autre livre. Et, de fait, Stendhal l'a en quelque sorte, on peut dire, emprunté, au prix de le transposer très très fortement, à un autre livre, un livre qui n'a rien à voir apparemment, mais un livre de l'auteur qui a marqué sa jeunesse, à savoir Jean-Jacques Rousseau. Dans la 5e des rêveries du promeneur solitaire, Rousseau évoque les quelques semaines qu'il a passées dans l'île Saint-Pierre, donc en Suisse, sur le lac de Bienne, après avoir été d'abord condamné par le Parlement de Paris, à cause de l'Émile, et ensuite avoir été chassé de la petite ville suisse par quelques jets de pierre, la ville suisse où il avait cherché refuge. Donc il s'en va s'installer dans une espèce de petite île au milieu du lac. Et ces semaines, dit Rousseau, ont été si délicieuses qu'il aurait voulu, dit-il, qu'on lui fît de cette île une prison pour le reste de ses jours. Bon,
qu'est-ce qu'il a fait dans cette espèce d'île-prison, quoi, en dehors, disons, des plaisirs d'herboriser, quoi, et de s'occuper des lapins? Il n'a rien fait d'autre que de rêver. Tantôt allongé, comme ça, le dos, allongé sur le dos dans un canot, dérivant sur le lac. Tantôt assis sur le rivage, à écouter les vagues qui viennent se briser sur le rivage. Il a proprement consacré son temps à la rêverie, ou, nous dit-il, au farniente. Mais le farniente, justement, c'est pas simplement le fait négatif de ne rien faire. C'est le fait positif de se soustraire à la logique d'un monde social où il faut toujours agencer des moyens pour des fins, vivre dans l'incertitude sur le succès de ces moyens, voir la jouissance sensible du moment présent toujours gâtée par le souvenir du passé, par l'attente du futur. Mais aussi, pour les fils d'artisans comme Jean-Jacques Rousseau ou Julien Sorel, le farniente, ou la rêverie, c'est l'abolition du partage qui divisait en deux catégories les êtres humains, selon leur capacité de faire, mais aussi de ne pas faire. Parce qu'il y avait d'un côté les hommes d'action, capables de poursuivre des fins élevées, et puis de l'autre les hommes dits passifs, enfermés, supposés enfermés dans le cercle matériel de la production des moyens d'existence. Il y avait aussi, d'un côté, les hommes de loisirs, maîtres de leur temps, et puis de l'autre, les hommes de la nécessité, qui ne connaissent jamais le loisir, dit Aristote, mais seulement la pause nécessaire pour refaire leur force entre deux moments de travail. Bon, l'expérience de Rousseau sur son île-prison bienheureuse, ou celle de Julien Sorel, dans sa prison-île également bienheureuse, c'est celle font d'une sorte d'égalité sensible qui vient à la fois doubler et contrarier, disons l'égalité qui se traduit sur la scène de l'action politique ou plus généralement sur la scène de l'action volontaire. Et au fond, ce que nous présente cette espèce d'intrigue rompue de Stendhal, c'est comme une opposition entre deux formes de subversion de l'ordre social, quoi. D'un côté, le jeune plébéien, Julien Sorel, pense sa sortie de sa condition comme la revanche sur sa situation d'humiliation. Il la pense comme l'assaut donné à l'ordre des conditions sociales qui l'écrasent. Mais de l'autre, son bonheur consiste simplement dans la jouissance d'une forme d'expérience sensible qui n'est plus marquée par l'inégalité. Et en ce sens, c'est dès le début que l'histoire de Julien Sorel, en fait, s'est trouvée coupée en deux. Son aventure avec Madame de Rênal, qui fait donc le début du livre, est en effet deux choses en une. C'est l'exécution d'un devoir qu'il s'est donné. Le mot devoir, disons, il est mis en italique, il est souligné. Ce devoir, c'est de prendre la revanche de sa condition humiliée de précepteur, traité comme un domestique, en se rendant le maître de la femme de son maître. Mais cette aventure, c'est aussi la pure jouissance d'un moment sensible partagé, un moment où ni Julien ni Madame de Rênal ne calculent plus rien. Et c'est cette pure jouissance qu'il retrouve à la fin, quand son coup de pistolet et son enfermement l'ont fait sortir radicalement de la logique stratégique des moyens et des fins. Ainsi, on peut dire cette égalité qui défait les anciennes proportions de la fiction se divise elle-même en deux. D'un côté, elle est le mouvement stratégique qui, disons, veut bouleverser les positions de l'ordre social. De l'autre, elle est la jouissance d'une forme d'expérience sensible nouvelle où sont abolies les anciennes divisions qui partageaient l'humanité en deux modes d'expérience séparés l'un de l'autre. Ainsi, on peut dire que ce moment dont parle Feuerbach, ce moment où l'aventure individuelle de quelques personnages vient se confondre avec l'histoire globale d'une société, est aussi en fait le moment d'une étrange dissociation. Bon, cette dissociation affecte d'abord la fiction. Bon, le roman moderne semble d'emblée marqué par un étrange scénario qui est celui de la faillite de l'action volontaire. Ça commence avec Stendhal et ses héros qui ne goûtent le vrai bonheur qu'entre les murs de la prison. Et je rappelle que dans Chartreuse de Parme aussi, Fabrice Del Dongo finalement n'est vraiment heureux que, n'est jamais aussi heureux que dans le temps de sa prison. Bon, et puis après vient Balzac avec ses héros qui veulent justement se rendre maîtres un peu de tous les ressorts de la machine sociale. Et notamment, Balzac invente la fameuse fiction de ces 13, les 13, des conspirateurs tout-puissants,
qui connaissent tous les secrets, tous les rouages de la machine sociale, qui sont aussi bien, disons, dans les ministères et dans la pègre, et qui ont, nous dit-il, les pieds dans tous les salons, les mains dans tous les coffres-forts, les coudes dans la rue, leur tête sur tous les oreillers. Or, chacun des 3 épisodes de l'histoire des 13, donc Ferragus, la duchesse de Langeais et la fille aux yeux d'or, chacun de ces épisodes est l'histoire d'un échec. Et Balzac donne de cet échec une étrange explication. Il nous dit que ces conspirateurs tout-puissants s'étant fait des ailes pour parcourir la société de haut en bas, dédaignèrent d'y être quelque chose parce qu'ils y pouvaient tout. Déclaration étrange. Pouvoir, précisément, semble justement se diviser en deux. Pouvoir tout, d'une certaine façon, c'est finalement n'avoir le ressort d'aucune action particulière et d'aucun succès particulier. Et au fond, c'est encore cette espèce de division du pouvoir, c'est encore l'expérience de Raskolnikov, donc, dans Crime et Châtiment. Bon, Raskolnikov est incapable de faire coïncider la logique d'une action intellectuellement programmée et la logique d'un acte matériellement exécuté. Bon, si on poursuit la série en quelque sorte de ces espèces de scénarios en quelque sorte de ruine de l'action volontaire ou stratégique, bon, après Dostoïevski vient Tolstoï, qui met, on peut dire, sur la grande scène de l'histoire, la faillite du modèle, justement, napoléonien de l'action stratégique. Bon, dans Guerre et Paix, les généraux croient réaliser leurs grands desseins, leurs grands plans stratégiques, en disposant leurs troupes sur les champs de bataille, mais dit et montre Tolstoï, l'issue du combat va dépendre d'un mouvement de hasard, d'une réaction imprévisible, d'un cri heureux ou malheureux sur le terrain. Ça, aucun stratège ne peut le prévoir et le dominer. C'est d'ailleurs pourquoi, chez Tolstoï, dans Guerre et Paix, disons, le général exemplaire, Kutuzov, fait une sieste pendant que l'état-major discute les plans de bataille. Si on finit encore, on pourrait encore continuer, mais disons, autre exemple remarquable, bien sûr, le cycle des 20 livres d'Rougon-Macquart. Zola veut donner l'analyse scientifique de l'ascension d'une famille plébéienne, identifiée en quelque sorte avec l'essor de la société démocratique, mais aussi avec la montée de la névrose moderne qui accompagne cet essor. Mais au dernier livre du cycle, Docteur Pascal, tout l'édifice scientifique s'écroule. Les papiers du savant qui démontraient comment les lois de l'hérédité ont déterminé cette évolution sont brûlés. Ils sont remplacés sur les étagères par la layette d'un bébé qui n'est autre que le fils incestueux du savant. Et le livre, et le cycle avec, s'achève sur le point levé du bébé qui a soif, et disons, et cette espèce de point levé symbolise justement, on peut dire, toute science et toute en quelque sorte construction, on peut dire, savante de l'évolution des choses, le triomphe d'une vie qui simplement s'obstine à se perpétuer sans raison. Ainsi, il semble qu'au fond, on voit la fiction opposée, on peut dire, à la politique active des combattants de la République ou du socialisme, sa propre politique. Et celle-ci tente à absorber l'égalité des êtres et celle des états sensibles et à démontrer, on peut dire en regard, la vanité de l'action individuelle ou collective qui veut imposer ses fins. Et il semble ainsi que les voies littéraires de l'égalité sensible divergent des voies de la transformation politique et sociale. Mais on peut aussi poser le problème différemment. La rupture littéraire des liens de la causalité de l'action nous permet peut-être aussi de percevoir les tensions et les contradictions qui sont au cœur des schémas de l'évolution historique de la politique révolutionnaire et de la transformation sociale. Et c'est le problème qu'on peut poser à partir du contexte immédiat de l'histoire de Julien Sorel. Le Rouge et le Noir est achevé par Stendhal au printemps de 1830. Il est publié à l'automne de 1830. Entre les deux, bien sûr, il y a eu la révolution des 3 jours de juillet 1830 qui ont fait tomber la hiérarchie, qui ont fait tomber la monarchie. Et en un sens, on peut dire que cette révolution de 3 jours inattendus, a opéré une rupture un peu semblable à celle du roman, quoi. C'est-à-dire que la société des intrigues, de la monarchie restaurée, des aristocrates, des jésuites, des conspirateurs, tout ça s'est effondré en 3 jours. Avec quoi? L'apparition de ce peuple en armes où
disons, sur des images un peu devenues un peu stéréotypées, l'ouvrier en blouse, l'élève de l'école polytechnique, le gamin de Paris, le journaliste, présente quelque chose comme une espèce de version, on peut dire, sur grand écran, de ce moment d'égalité sensible partagé qu'éprouvait par ailleurs le plébéien et, disons, le plébéien et la noble dame. Après quoi, bien sûr, après ces 3 jours de juillet 1830, se pose la question, que faire de ce moment d'égalité sensible? Et bon, il y a ce qu'on sait historiquement, à savoir l'opération officielle qui dit, bon, il y a un roi qui est parti, mais il en faut un autre. Donc l'opération officielle qui liquide, on peut dire, ce moment, avec donc l'avènement de la monarchie bourgeoise, appuyée sur les forces de l'argent et appuyée, disons, sur toute une stratégie de manipulation de l'opinion. Mais aussi, bon ça c'est 1830, il y a aussi l'année suivante, 1831, une grande opération qui est menée par les jeunes gens issus de l'école polytechnique, donc ces jeunes gens dont beaucoup ont combattu sur les barricades en juillet 1830, aux côtés des ouvriers. Et ces jeunes gens ont embrassé donc l'utopie saint-simonienne. Bon, cette utopie saint-simonienne prône la réhabilitation de l'industrie, de la femme et du prolétariat. Et les saint-simoniens, pour le mettre en œuvre, font des prédications publiques, mais aussi ils envoient des émissaires faire du porte-à-porte dans les quartiers populaires, et ils organisent des cérémonies plus ou moins, plus ou moins spectaculaires de fraternisation entre apôtres bourgeois, puisqu'ils s'appellent apôtres, entre apôtres bourgeois et prolétaires. Bon, ces cérémonies d'amour partagé ont un but pratique. Bon, ils veulent recruter des ouvriers pour créer une armée d'un nouveau type, non plus les armées, disons, de conquête d'autres, disons, d'antan, mais une armée industrielle de travailleurs, de gens qui, en quelque sorte, font de la propagande par le fait, par leur activité productive. Or, ce qui est intéressant, c'est la réaction des ouvriers qui vont chercher, donc, qui regroupent et qui s'efforcent de regrouper et de regrouper et de transformer, disons, en militants actifs de l'armée industrielle. Bon, ces ouvriers, bon, veulent bien des paroles d'amour, ils veulent bien des cérémonies de fraternisation entre bourgeois et travailleurs, mais en revanche, ils se soucient très peu des plans stratégiques des Saint-Simoniens, et surtout, ils ne manifestent absolument aucun désir d'aller s'enrôler dans une armée industrielle des travailleurs. On leur demande, en leur qualité de travailleurs solides, robustes, d'inscrire dans la réalité matérielle, productive, les plans de la doctrine saint-simonienne. Mais pour eux, l'adhésion à cette doctrine fait à l'inverse partie d'un désir d'échapper justement à la condition du robuste, entre guillemets, ouvrier, à qui on demande d'exercer sa force matérielle en laissant surtout à d'autres le soin de penser ou le loisir de rêver. Autrement dit, l'émancipation pour eux n'est pas une affaire de stratégie. C'est la conquête, ici et maintenant, d'une forme d'égalité sensible qui passe d'abord par la conquête de ce loisir, ce pouvoir positif de ne rien faire, qui est normalement interdit aux femmes et aux hommes enfermés dans le cadre de la vie productive et reproductive. Bon, j'ai parlé de Saint-Simonien, il ne serait pas difficile de retrouver la même tension dans les rapports à la fois, disons, serrés et tendus de la pensée marxiste et d'émancipation ouvrière. Quand le jeune Marx, donc, disons, 13 ans après le Rouge et le Noir et la Révolution de 1830, quand le jeune Marx oppose la révolution humaine à la révolution seulement politique, il transcrit à sa manière cette exigence d'une égalité sensible qui aille au-delà de la transformation des institutions étatiques. Mais quand, dans le même texte d'ailleurs, il veut baser cette révolution sur l'existence d'une classe d'hommes entièrement dépossédés, qui n'ont plus rien à perdre que leur chaîne, là il se sépare clairement justement des formes d'émancipation de ces ouvriers qui affirment leur capacité de jouir ici et maintenant d'une forme d'égalité sensible. Donc il doit séparer, on peut dire, de leur désir de vivre le communisme au présent, la fin lointaine d'un communisme à venir, comme le résultat d'une évolution historique comprise et maîtrisée. C'est alors la science, c'est-à-dire la connaissance de la connexion des causes et des effets qui structurent l'exploitation et la domination, qui doit permettre la transformation future. Simplement, les raisons de cette science sont contaminées par le même mal, disons, qui frappe les conspirateurs balsaciens, les stratèges tolstoïens ou le médecin de Zola. À savoir que le monde sensible auquel elle a affaire n'est plus l'espace bien dégagé des fins et des moyens des hommes d'action d'hier.
C'est celui d'une vie avec des innombrables enlacements de situations et d'événements. Une vie au dynamisme de laquelle les actions de la volonté doivent s'adapter. Mais donc une vie dont il faut suivre l'évolution et qui doit normer les volontés. Mais disons, avec ce secret ou ce pressentiment que cette vie elle-même, après tout, peut-être ne veut rien par elle-même et ne conduit nulle part par elle-même. Et bon, et bien sûr, la science marxiste essaye de s'arranger, en quelque sorte, avec cette espèce de pressentiment troublant, quoi, de secret un peu troublant qui vient doubler les grands récits scientifiques du progrès et de l'évolution. C'est-à-dire qu'elle essaye de traduire, en quelque sorte, cette espèce de découverte un peu stupéfiante en termes stratégiques, en expliquant que, bon, disons, justement, précisément, la marche scientifique vers l'avenir ne peut pas imposer ses désirs au cours du monde, qu'on ne peut pas anticiper les développements du processus historique. Mais derrière l'idée de l'adaptation au mouvement objectif de la vie, il y a peut-être ce pressentiment que ce mouvement ne conduit à aucune fin par lui-même et que le désir de changer la vie ne repose sur aucun processus objectif de transformation des choses. C'est pourquoi la rigueur scientifique doit se renverser et s'affirmer comme la nécessité de l'action violente qui vient interrompre le mouvement sans fin de la vie qui produit et se reproduit sans cesse. Pour ne pas être indéfiniment différé, la révolution doit être mise en œuvre comme un coup de main ou comme le coup de pistolet de Julien Sorel, parce que d'une certaine façon, dans les schémas de l'action collective, comme dans les scénarios des personnages fictionnels, il y a une certaine droite ligne de l'action qui s'est pensée, une droite ligne de l'action pensée comme la conséquence d'une volonté instruite par la science. Bon, je ne développerai pas plus pas plus ce point, bien sûr, disons qu'on est là sur un terrain qui excède de beaucoup l'objet de mon intervention de ce soir. Je soulignerai simplement, pour conclure, un point pour moi essentiel concernant les rapports entre fiction et politique. Il est courant, et tout spécialement, bien sûr, bienvenu en période de campagne électorale, d'opposer les réalités solides dont s'occupent les hommes politiques responsables aux fictions de mondes meilleurs auxquels croient les rêveurs. Mais la fiction, ça n'est pas l'opposé du réel. C'est une manière de construire le réel, une manière de configurer une certaine réalité comme le réel. Il faut toujours faire œuvre de fiction pour arriver à dire simplement voilà ce qui est donné, voilà ce que nous voyons, voilà ce que nous éprouvons, voilà les causes de ce qui est donné, voilà la manière dont ces choses sont liées ensemble et font sens ensemble. Voilà la manière dont elles peuvent ou doivent changer. Voilà les futurs que cet état de choses autorise ou qu'il interdit. Autrement dit, l'action politique aussi a ce double caractère de la fiction que mettent en évidence les fictions littéraires que j'ai essayé donc, disons, d'analyser rapidement aujourd'hui. L'action politique aussi lie des causes à des effets, des événements et à des significations, mais aussi elle est un conflit entre des mondes possibles, parce que le choix prétendu du réel contre l'imaginaire ou du possible contre l'impossible est toujours en fait le choix d'un réel contre un autre, d'un possible contre un autre, et ce choix est affaire de schémas fictionnels. C'est en cela que les fictions de la littérature touchent à la politique. D'un côté, on peut dire elles ont leur politique à elles, différente de l'autre. Elles articulent des agencements d'événements avec des conflits entre des mondes possibles. La teneur de leurs personnages, leur description, de leurs enchaînements d'événements, finalement tient à une manière de décider sur l'égalité ou l'inégalité, de décider sur ce que des êtres appartenant à une certaine condition peuvent ou ne peuvent pas éprouver, dire ou faire. Mais en même temps, ces fictions, on peut aussi les considérer comme des sortes de modèles expérimentaux, des modèles d'articulation entre le réel, le possible et le nécessaire. Et penser que ces modèles peuvent nous aider à penser autrement la manière dont la politique décrit des situations, lie des causes à des effets et agence des possibles. Merci.